tous ici, le Geekophile, et on se retrouve enfin pour une vidéo donc, de cinéma. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu avec Florent, qu'on n'a pas pu faire de top. On n'a pas pu faire top octobre, novembre, décembre, parce que les salles étaient fermées, parce qu'on ne pouvait pas trop se voir à cause du confinement, des couvre-feux, etc. On a vu des bons films, mais il n'y avait pas 5 ou 10 films excellents ou très bons ces mois-ci. Donc on s'est dit, allez, ça sert à rien, on va attendre de faire un super top flop pour l'année, et puis après on recommencerait les vidéos quand il y aura de quoi faire, parce que là, c'est un petit peu dur. Donc du coup on va commencer ici dans cette première vidéo par un flop, comme ça on commence par on arrache le pansement, et après on pourra faire les choses qui ont plu pour cette année 2020. Voilà, donc on se limite à 5 films chacun, parce que sinon on va pas 10 mauvais films, il faut les chercher, ça n'a plus vraiment de sens. Là on va dire simplement les 5 pires films qu'on a vu cette année. Et bien on commence. Alors, je vais commencer tout de suite avec un film, c'est plus une déception qu'un mauvais film. Le film je trouve mauvais et c'est une grosse déception, c'est Brutus vs César de Kairon. Et en fait c'est la grosse déception parce que j'ai adoré ces 2 premiers films. Franchement j'ai trouvé les films qui étaient à la fois beaux, poétiques, qui avaient des trucs d'humour bien et tout. J'ai vu la bande-annonce, je me suis dit ah ça a pas l'air ouf mais bon c'est Kairon donc la bande-annonce n'est pas bien faite. J'ai vu le film, je me suis dit c'est moyen quand même. C'est un film qui a pas bien fait en fait. Et après le recul me dit non mais c'est juste mauvais quoi. C'est-à-dire j'ai pas ri une fois, j'ai souri à 2-3 blagues mais franchement c'était un peu moyen. Et franchement c'est la grosse déception. Il y a des blagues qui sont reprises plusieurs fois et qui sont juste un peu lourdes, quoi, qui marchent pas. J'ai pas Amazon, donc je l'ai pas encore vu. Peut-être que si un jour j'ai Amazon et que j'ai vraiment beaucoup de temps à perdre, j'essaierai de voir pour me dire ah oui en effet c'était vraiment raté. Mais c'est la grosse déception, c'est-à-dire que la bande-annonce est assez fidèle au film, c'est-à-dire très moyenne, si ce n'est très bof. Donc voilà, désolé, je ne recommande pas ce film, même si je vous recommande les 2 précédents de Kairon. Alors moi j'ai mis Dumbo de Zoé Vitok. Alors en fait c'est l'histoire d'une jeune femme qui tombe amoureuse d'un manège, une espèce de manège de fête foraine. Et disons que sur le concept ça peut être intéressant, je dirais voilà une espèce d'histoire d'amour un peu fantastique tout ça, mais je trouve que le film il se perd en développement de personnages et alors surtout le jeu d'acteur de la mère de cette actrice donc, qui est jouée par Emmanuelle Berco, il est indigeste au possible, donc du coup tu peux pas t'attacher au personnage, tu peux pas t'attacher vraiment à son développement, une espèce d'émancipation de jeune fille. Et bon j'ai vu 2-3 personnes le défendre en disant non mais tu comprends, il y a une imagerie intéressante, l'adolescence tout ça. Je suis peut-être complètement passé à côté, mais à la fin je trouvais ça grotesque et totalement ridicule. Ouais. On passe cette fois-ci au numéro 4, et en flop 4 moi j'ai mis Last Days of American Crimes de Olivier Mégaton. Alors t'en avais parlé dans une des vidéos qu'on avait fait cet été peut-être. Ouais parce qu'en fait il y avait un mois en fait où j'avais pas grand chose en film et du coup je crois que c'était en juillet, j'avais pas vu beaucoup de films et du coup j'avais pris celui-là dans un top parce que j'avais pas trop le choix d'avoir 10 films. Et en fait celui-ci c'est juste assez catastrophique quoi. En fait je l'ai vu en me disant je vais rattraper mon top parce que j'avais vu un autre film qui est dans ce flop dont je parlerai plus tard et je me suis dit bon ça va le faire. Et en fait non, c'est une catastrophe quoi. Donc c'est en gros, il va y avoir une technologie qui va interdire, qui va bloquer en fait tous les crimes, c'est-à-dire que les gens dès qu'ils vont vouloir faire un crime, ils vont être bloqués, ils pourront plus faire leur action. Et ça, voilà, et donc il y a un dernier braquage avant le blocage, sauf que c'est catastrophique, c'est adapté d'un comics, mais c'est très mal adapté. Et c'est très mauvais, ça m'a pas donné envie de lire le bouquin alors que mon libraire m'a dit que c'était très bien. Donc je ne vous conseille pas ce film malheureusement. Alors moi en numéro 4, j'ai mis un documentaire Netflix, j'ai mis Anelka, l'incompris de Franck Nataf. Alors le documentaire n'est pas mal réalisé, les intervenants sont pas mauvais, je veux dire, c'est de l'entourage d'Anelka, tout ça, ça revient sur disons les 10-20 dernières années du football français. Moi j'étais pas vraiment intéressé par ce film, ma femme est beaucoup plus football que moi, je me suis dit ouais bon allez je vais tenter. Mais en fait le film il m'a énormément agacé. Parce qu'à chaque fois, on a Anelka qui va dire « Ouais, mais vous comprenez, là, les gens, ils ont été agressifs, c'est normal que je réagisse de façon virulente. » Et en fait, tout le long du film, c'est comme s'il justifiait d'être un connard. Genre, oui, je suis un connard, mais bon, il m'a un peu mal parlé. C'est normal que moi, j'insulte sa mère juste après. Et du coup,
Là, il y a des gens qui disaient ouais, mais tu comprends, il a pas eu de chance et tout. Je dis non, mais mec, tu peux pas défendre à chaque fois un gars qui est arrogant, odieux. Pour moi, c'est pas Anelka l'incompris, c'est Anelka le gros con. Et à la fin du film, je me suis dit, mais c'est comme si t'avais une espèce de véhicule promotionnel pour dire hey, vous savez, je suis un grand, mais les gens ils l'ont pas compris quoi. Je dis putain, mon Dieu. Donc c'est pas le pire documentaire, mais c'est vraiment le sujet de fond qui m'a énormément énervé. Quoi. À la rigueur, dans une fiction, ça aurait pu passer. Oui, voilà. Un personnage fictif. Voilà. Et là, quand tu vois que c'est un personnage réel, voilà, ça passe moins bien. Voilà. Au flop 3, j'ai donc Les Nouveaux Mutants de Josh Boone, qui n'est pas le frère de Danny Boone. Bien que ça pourrait être presque vu comme une blague. Alors, je pense pas que le réel soit 100% à l'origine du catastrophe de ce film, parce que la production est complètement affreuse. Ça fait des années qu'on doit le voir, et puis il y a énormément de soucis. Et le montage final, enfin le résultat final est pas bon en fait. Quand je suis sorti, je me suis dit oh ça va en fait. Et après avec le recul, en fait c'est pas bon parce que les personnages sont pas crédibles. L'histoire est pas mauvaise, mais ça tient pas en fait. Voilà. Alors pour résumer rapidement, en gros on est dans une genre d'asile où il y a des personnes qui sont atypiques. Et en fait, ce atypique c'est parce qu'ils ont des pouvoirs. Et bizarrement, il n'y a que 6 personnes dans cet asile, je crois, comme ça, plus un médecin. Et en fait, on comprend pas vraiment pourquoi il n'y a que 6 personnes. Ça choque personne qu'il n'y ait que 6 gosses dans un institut. Oui. Qu'il y ait un seul médecin. Franchement, en final, quand tu regardes la cohérence, tu te dis, bon voilà, il y a 2-3 jumpscares qui au final sont même pas spécialement efficaces. Donc franchement, c'est vraiment la déception, parce que ça aurait pu être sympa de dire on prend les super-héros, on fait de l'horreur, mais là on est sur un truc un peu bâtard on n'a pas assumé l'horreur jusqu'au bout, et du coup c'est un peu mollasson, on va dire. Peut-être que j'en parlerai dans une autre partie de la vidéo. Alors moi en numéro 3 j'ai mis Ava de Tate Taylor avec Jessica Chastain. C'est un film qui est sorti sur Netflix, et alors là pour moi c'est le degré zéro du film d'espionnage. Mais alors vraiment c'est genre, elle c'est une agent secrète un peu femme fatale qui va essayer de remplir des contrats pour son patron, et puis son patron il se fait attaquer par un autre gars, et du coup elle va le défendre. Mais c'est d'une mollesse absolue, tu t'attaches à aucun personnage, et franchement c'est le genre de film, quand il se finit, tu l'as complètement oublié, parce qu'il n'y a rien de marquant. Donc du coup tu la suis, elle fait tout le long, elle dit ouais mais t'as vu, moi je suis habillée en rouge et tout, tu vois, c'est vraiment genre ouais je suis glamour, tu vois un peu comme Angelina Jolie dans Monsieur et Madame Smith, tu vois, un peu côté je vais essayer de jouer de mes charmes pour avoir le gars en face, mais en fait t'y crois pas, et t'as l'impression que dans le film personne n'y croit. Mais vraiment à la fin je me suis dit mais c'est vraiment du temps de gâché quoi. Ouais. Et il y a du talent, enfin au niveau du casting, voilà, il y a du talent. Sur le papier ça pourrait être bien, mais tout est raté, vraiment. Alors du coup ton flop 2. Alors le flop 2 pour moi ce sera un film français, c'est Divorce Club de Michael Youn. C'est pour moi la comédie qui marche pas. La comédie qui marche pas parce que en fait il y a plein de gags qui sont très grossiers. Ça pourrait être drôle, mais en fait je trouve très mal joué. Le scénario et en fait le concept est pas mauvais en fait, de dire ah bon voilà, et ça devient très vite lourd, on voit très vite les ficelles du scénario, et enfin surtout j'étais très déçu par les acteurs quoi. Les acteurs ils sont très mauvais là-dedans, enfin c'est surjoué, il y a un gag avec un flash, un mec qui emprunte la Ferrari de son pote. Et en fait il va massacrer la Ferrari à chaque fois qu'il fait un passage, il se fait flasher, et puis on a une photo comme ça parce que faut faire la blague. Et franchement c'est lourd quoi. Et la scène dure 5 minutes, 5-10 minutes. Puis à chaque fois on se dit putain bon c'est bon, on a compris la mécanique quoi. 5e passage au radar, on dit oui c'est bon voilà. Et c'est vraiment lourd en fait. C'est pas. Pourtant Michael Youn j'ai bien aimé moi le film Fatal qu'il avait fait. Mais c'est vrai que, hormis ce film-là, il n'y a pas de grand film qu'il a réalisé, et je trouve c'est dommage parce que Fatal avait une écriture qui n'était pas si dégueulasse, donc grosse déception de ce film aussi parce que. Moi j'avais vu la bande-annonce, j'avais juste vu une scène où t'avais l'acteur principal, je sais plus comment il s'appelle. C'est Ducret. Ducret, oui.
qui jouait le gars bourré. Ouais, bah, c'est ça. Ah ouais, d'accord, donc on est vraiment Ouais, à ce niveau-là. c'est ça. Alors, hey, t'as vu, je suis bourré, je suis bourré. Et c'est lourd, en fait. Putain, puis tu te dis, c'est bon, on a compris que t'étais bourré, t'es pas obligé de nous dire, je suis bourré. Tu te dis, putain. Et donc, du coup, toi, ton moi, mon numéro 2, c'est ton numéro 1. Ouais. On va peut-être en parler de façon conjointe. 365 jours de Barbara Biaslovas et Thomas Mendes. Alors, je sais pas s'ils sont polonais, je crois. Ouais, je crois qu'il y a un truc d'Europe de l'Est, mais je sais plus précisément. Ouais. Mais alors, c'est vendu comme un truc sulfureux, mais c'est pas sexuellement genre oh mon dieu, c'est un film dangereux et tout. C'est surtout un film chiant. Qu'est-ce que c'est chiant et con. Oh mon dieu, donc avec cette femme donc, qui est obligée de rester avec un gars, je sais même plus pour quelle raison. Bah parce qu'en fait, je crois que lui, juste en fait, il la kiffe. Ouais. Et en fait, elle en gros, elle l'a un peu jeté. Ouais. Et comme c'est un mafieux, et puis qu'il a des grosses couilles, C'est ça. et ben il faut qu'elle l'aime. Et c'est juste ça en fait. En fait, et la meuf, il la kidnappe de façon sympa. Ouais, c'est ça. Il la kidnappe, mais il veut pas la violer. Voilà. C'est-à-dire qu'il a violé l'hôtesse de l'air au début du film, il n'y a aucun souci. Ouais. Même l'hôtesse de l'air, elle est plutôt contente. Ouais, Et après. il y a une image du viol dans ce film qui est abjecte. Oui, voilà, mais même au-delà de ça, je veux dire, j'ai déjà vu des films abjects où je me dis, bon, c'est odieux, mais c'est bien réalisé. Oui, mais ça, il n'y a c'est même bien pas de joué, voilà, réel, il n'y a même pas de. Voilà, mais alors là, putain, t'as des scènes, genre la scène de la glace, genre tu vois, elle est sur une place, genre il y a son garde du corps qui doit vérifier en même temps qu'elle se barre pas, et elle dit, bon écoutez, je vais m'acheter une glace. Elle lui dit, tu veux une glace? Donc là, t'as l'occasion de te barrer. Mais non, tu préfères rester et flâner un petit peu avant de revenir avec le gars, et je suis, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est? Oh, c'était nul. Moi j'ai regardé, ma femme me dit, pourquoi tu regardes cette merde? Ah ouais, Il faut que je sache. Moi c'était par curiosité parce que je me suis dit mais je vais essayer d'aller au bout, mais autant j'ai pas aimé 50 millions de degrés, autant 50 millions de degrés avait 2-3 avantages, notamment la musique de Danny Elfman. Là il n'y a même pas de bonne musique, là il y a rien qui va, c'est catastrophique. Au niveau du rythme, c'est digne d'un truc sur M6 l'après-midi, mais avec une espèce de sexe choquant, genre, c'est le film, tu vois. Ouais. Et moi, en numéro 1, j'ai mis un film qui est au-delà d'être honteux, j'ai mis un film qui est dangereux. Ouais. Bon, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était pas vraiment un film, que c'était pas vraiment un documentaire. Bon, c'est Hold Up de Pierre Parnerias. Donc c'est un documentaire qui dure 2h30, plus de 2h30, qui est sorti sur YouTube et qui est complètement conspirationniste. Donc qui dit en gros par rapport au Covid et au coronavirus, donc que ça n'existe pas, qu'il n'y aura jamais de deuxième vague. Donc quand tu regardes le documentaire, même Pendant la deuxième vague, le documentaire est sorti en pleine deuxième vague, donc directement au bout de 5 minutes c'est genre bonjour, on n'est pas crédible. Et alors t'as que des intervenants qui sont vraiment à l'ouest, et des trucs complètement allumés, avec des espèces de théories, Bill Gates, tout ça, c'est vraiment un gloubi-boulga, on mélange tout et n'importe quoi, et on essaie de faire passer. Il y a un truc qui m'intéresse là-dedans, c'est que en fait sur Facebook, je rejoins des groupes qui sont par exemple anti-platistes, ou qui sont anti-conspiration. Et je pense que c'est le genre de documentaire qui peut être intéressant si on veut déconstruire l'idée de conspiration, et surtout l'idée de manigance, parce que quand on regarde le documentaire, tout ça c'est une montée, tout ça c'est un empilement de conneries, mais ça commence soft, et plus ça avance, plus ça va dans le grotesque. Et je me dis, si le documentaire il commençait par la fin, les gens se diraient, non c'est bon, on n'y croit pas, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Mais vu que c'est fait par petits paliers, et ben on se dit, ah ça a l'air vrai, ça a l'air à peu près vrai. Bon, si je crois à la première partie, je pourrais croire à peu près à la deuxième, à la troisième, et finalement l'idée finale, je pourrais me dire, oui ça cohérent. Et c'est ça, je pense que c'est cette espèce de machination qui peut être si on le regarde avec une analyse, ça peut avoir un certain intérêt. Mais sinon, le film en tant que tel, c'est une vraie merde. Ouais. Et moi j'avais vu, alors j'ai pas eu le courage comme Florent de le voir jusqu'au bout, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans le flop, parce que j'ai vu qu'une demi-heure. Mais c'est vrai que je pense que pour les commerciaux, c'est vachement intéressant parce que c'est un gros exemple de pied dans la porte. Alors un pied dans la porte, c'est un phénomène, c'est on commence et on va mettre un événement qui va faire en sorte que la personne ne va pas pouvoir s'arrêter et qu'en fait, une fois qu'elle a cru un truc, elle va pouvoir aller dans la surenchère. Voilà. Et par exemple, en fait, c'est un truc de commerciaux, dès le moment où vous avez pris un catalogue, il va pouvoir vous proposer d'acheter un truc du catalogue, etc. pour aller jusqu'à acheter un produit super cher, tout comme ça. Oui. Et là, c'est vraiment un exemple vraiment de pied dans la porte. Au début, on commence avec des trucs à peu près
à peu près crédible. Puis progressivement, ça devient n'importe quoi. Et même au bout d'une demi-heure, déjà, je trouve que c'était déjà n'importe quoi. Mais tu sais, il y a ce fameux truc des 99% 1%. Ouais. C'est-à-dire quand tu fais une étude scientifique, bah t'as 99% qui est viable et t'as 1% qui peut être considéré comme une anomalie. Si tu prends ça d'un point de vue conspirationniste, t'as 99% qui est payé par une organisation obscure et 1% qui est une vérité irréfutable. Et en fait, tout est basé sur ça c'est sûr, c'est une vérité irréfutable. Mais ça, on essaie de le cacher par les puissants. Oh mon dieu, oh mon dieu. Ouais, c'est horrible, horrible. Bon, voilà, on va pas s'attarder non plus 6 heures sur un flop. On sera peut-être un peu plus loin sur le top, hein, parce qu'on va parler de plus de choses. Là, voilà, on voulait pas non plus. On voulait juste vous déconseiller ces à peu près 8 films là. Surtout, en fait, essayez quand même de voir des films, même si les cinémas sont fermés, il y a encore 2-3 trucs. Et puis, quand les cinémas rouvriront, on y retournera comme on peut. Et puis voilà. Sur ce, on se retrouve très vite pour le top des films de 2020. A plus.